On pose par exemple souvent la question euh, comment ça se passe avec un tueur en série et ça m'arrive aussi de répondre, mais vous savez, ça m'arrive aussi de plaisanter, de faire de l'humour. Vous voyez, enfin, une espèce comme ça, mise en place comme ça d'un espace avec une forme de complicité. Et, mais parce que ni l'un ni l'autre ne triche à ce moment-là. C'est ça qui doit être étonnant, voire, je pense, difficilement partageable, parce que les mots ne sont pas suffisants, entre la posture, les obligations, la déontologie, la complicité, tout en gardant la distance, tout en ayant une proximité extrême, pour avoir une distance extrême, en sachant où on est quand on est où on est, ce qui est sans doute pas toujours le cas. C'est de la haute voltige, en fait. Oui, mais bon, enfin moi, si vous voulez, je me rends pas tout à fait compte, en quelque sorte. C'est-à-dire que avec vous ou avec d'autres, j'arrive un petit peu à le verbaliser ou à l'intellectualiser. Mais quand on est en face à face avec un tueur en série, il ne s'agit pas de ça. Hein. On y va ou on n'y va pas. Hein. Qu'est-ce que vous auriez comme préconisation, parce que c'est aussi un de vos objectifs, pour des jeunes aujourd'hui qui voudraient faire votre boulot? Parce qu'il m'est arrivé d'avoir ce demande de conseil, donc j'ai dit à quelques parents qu'on allait avoir cette interview, et dernièrement c'est de deux jeunes femmes, deux jeunes filles. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préconisez en termes de formation de base et d'orientation pour avoir à la fois des fondamentaux, sachant qu'il y a quelque chose qui s'apprend pas à l'université, qui va être de la posture et de l'apprentissage, mais au moins pour les fondamentaux de formation de base, d'orientation et de vigilance à avoir. Et je rajouterai la personnalité quand même, parce que on peut pas, n'importe quelle personnalité peut pas faire ce que vous faites. Oui, alors c'est important la personnalité parce que c'est un métier à risque psychique, hein, s'entend. Et donc il faut quand même un minimum se connaître un petit peu. Hein. Et je sais que les jeunes sont plutôt exacerbés. Il y a une espèce de fascination comme ça. Par exemple, bon, je suis maintenant un peu connu dans ce milieu-là en tous les cas, et je reçois énormément d'appels, de mails comme ça, de jeunes qui veulent faire cette profession. Sachez que je réponds tout le temps. Tout le temps. Et ils sont très étonnés. De temps en temps, j'en ai au téléphone qui me disent « Mais c'est impressionnant de vous avoir au téléphone, etc. » Mais je leur explique que moi, quand j'avais leur âge, j'aurais bien voulu que quelqu'un comme moi les rappelle en essayant un petit peu de les orienter par rapport à votre question. Hein. Oui. Alors, maintenant, pour faire mon métier, alors d'une part, alors c'est un peu une boutade, hein, parce que c'est de moins en moins vrai. Faut pas trop avoir envie de gagner de l'argent. On fait pas ce métier pour gagner de l'argent. Hein, d'une part. On n'a pas trop de vacances non plus, parce que je constate que dans maintenant les entretiens d'embauche, c'est pratiquement les deux premières questions qui sont posées par les jeunes. Donc ça c'est aussi un fait de société. Voilà. En dehors de ça, il faut effectivement être équilibré. Je pense qu'il faut être passionné. Alors ça, on s'en rend compte quand même avec les études de master. C'est bac plus 5 maintenant. Et puis après, il faut s'orienter vers. Et maintenant, ils ont la chance d'avoir quand même depuis une quinzaine d'années des gens qui ont écrit des choses, qui ont fait des publications. Il y a des DU de psychocriminologie, vous voyez. Mais Jean-Luc, donc ça aide beaucoup. Le master, c'est psycho et psychopatho. C'est ça, oui. C'est ce qu'on appelait un DESS de psychopatho. C'est ça. Donc avec un DESS de psychopatho, vous pouvez vous inscrire, demander votre inscription dans une cour d'appel
pour être expert judiciaire. Ah, très Mais bien. oui, oui, ah oui, oui. Mais faut mieux, en même temps que le DESS, par exemple, vous faites un DU de psychocriminologie. C'est quand même, c'est quand même intéressant parce que vous allez, il y a des gens qui ont fait des publications, qui sont des gens très pertinents, hein, notamment sur pas mal de domaines, quoi, hein, au niveau de la Donc, criminologie. DU, c'est diplôme universitaire pour les gens qui connaissent pas ça. Eh ben, on repart avec un décor un peu différent pour Jean-Luc. Il y a eu un problème de batterie, donc on a arrêté, puis on a repris le lendemain dans un autre lieu, mais on est toujours sur la continuité de cette interview qu'on a fait sur le même week-end. Et puis ça arrive d'avoir des problèmes techniques, donc c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie. Et on continue sur cet échange qui est vraiment passionnant pour moi. Donc la dernière partie, c'était sur pour les jeunes qui veulent aller sur cette dans cette direction-là. Donc, vaut mieux qu'ils soient équipés psychologiquement parce que l'enjeu de la personnalité est fort, qu'ils sachent que c'est pas forcément avec ça qu'ils vont faire fortune. Je parle sous votre contrôle, Jean-Luc, qu'il faut prévoir Oui. de travailler beaucoup, que la filière de formation, c'est psychologie et psychopathologie, que il y a des DU spécialisés en criminologie maintenant, et vous m'aviez dit aussi qu'ils peuvent s'inscrire en cours d'appel à partir d'un master, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où ils ont, alors, c'est bac plus 5, je crois, maintenant. Ouais, C'est à l'équivalent, en fait, d'un DESS, hein. C'est toujours, d'ailleurs, je pense, l'équivalent d'un DESS ou d'un ouais. DEA. Voilà. Ce qu'il faut également préciser, à mon sens, c'est que, pour les jeunes, hein, que ça les effraie pas surtout. J'ai constaté aussi que j'avais des confrères, quand j'étais plus jeune, hein, beaucoup plus jeune, qui étaient excellents à l'écrit, en quelque sorte, c'est-à-dire répondre à des missions d'un juge d'instruction à l'écrit par rapport à une expertise, mais qui était nettement moins bon à l'oral. Alors, être moins bon à l'oral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller déposer en cour d'assises, hein. C'est un exercice qui est pas facile. Les premières fois qu'on dépose en cour d'assises, manifestement, moi j'ai des souvenirs où effectivement je dormais pas. La veille ou l'avant-veille, je relisais mon expertise dans tous les sens, si je puis dire. Voilà. Donc ça aussi, c'est un exercice qui est pas facile. En même temps, c'est très important parce que quand on est expert judiciaire, ça veut dire qu'on va effectivement essayer d'expliquer ou de répondre à des questions par rapport à une personnalité. D'une part, il faut que notre expertise soit traduite en termes juridiques par rapport à un juge d'instruction. C'est pas son métier, d'une part. Et puis après, il va falloir déposer à la barre de la cour d'assises avec ce qu'on appelle l'oralité des débats. C'est-à-dire que là, manifestement, on s'adresse à la société, hein. En règle générale, c'est 3 magistrats, mais c'est également 9 jurés populaires, hein, où on peut tous être choisis à un moment donné dans notre existence. Et donc ça, c'est important d'essayer d'être extrêmement pédagogue, avec des termes très simples, hein, ne pas se réfugier derrière, si vous voulez, des termes techniques, hein. Voilà, donc ça me paraît très important aussi à ce que les jeunes, en tous les cas, puissent intégrer ça, Donc, sans que ça les effraie, hein. Vous voyez, par exemple, moi je suis un exemple vivant depuis plusieurs dizaines d'années de quelqu'un qui est passionné par les assises. Vous voyez, par exemple, demain je vais aux assises dans l'Aube, là, je suis déjà, ça me stresse pas du tout, au contraire. Ça nourrit en quelque sorte ma passion. donc en fait, faut qu'ils sachent qu'ils aient une bonne qualité rédactionnelle par rapport au droit. Donc évidemment une compétence psycho et psychopathologique. Faut qu'ils aient une compétence juridique sur les traductions juridiques, mais aussi il Oui, faut qu'ils aient des capacités pédagogiques pour transposer ça en accession tout public sans dénaturer le fond de leur expertise. exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est un exercice qui de temps en temps n'est pas facile. D'autre part, il faut savoir que bon, il y a des procès très médiatisés, mais il y en a des centaines dans une carrière qui ne le sont pas du tout.
moi, je fais pas de différence, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, éthiquement, en tous les cas, que je vienne à la barre pour déposer pour un tueur en série, effectivement avec 300 ou 350 journalistes derrière mon dos, où je vienne à la barre, où il y a personne dans la salle, hein, pour effectivement une petite fille, un petit garçon qui s'est fait violer ou qui s'est fait agresser, pour moi c'est exactement la même chose éthiquement. C'est-à-dire j'y mets la même intensité en quelque sorte. Vous voyez, ça aussi c'est extrêmement important. En fait, vous parlez aussi de deux choses. Vous y mettez l'intensité, qui est la manière dont vous investissez, mais j'y retrouve beaucoup des caractéristiques d'atypique, mais vous mettez aussi à distance un environnement qui pourrait être anxiogène et qui met de la pression. Donc, en gros, vous êtes seul des deux côtés. Il y a à la fois là où vous allez et là où vous n'allez pas, en creux de ce qui peut être une pression médiatique ou pas, qui doit aussi être pas évidente à gérer. Non, tout à fait, tout à fait. Ça m'arrive d'ailleurs de temps en temps, effectivement, avec un tout petit peu d'humour. J'essaie en tous les cas, mais ça m'arrive assez souvent de dire, écoutez, que ce soit aux avocats ou aux journalistes, chacun son métier. Vous voyez, c'est-à-dire que, et en même temps, en disant ça, je sais très bien que je vais plutôt dans la solitude. Donc il y a une vraie posture à avoir. Ah oui. Et il faut, comme un métier d'accompagnement en fait, où on est exposé à des jeux de projection, de transfert, de contre-transfert, et il y a intérêt à être solide parce qu'on prend des cartons quand même. Oui, alors ça j'essaie de l'expliquer quand je fais des conférences à des jeunes experts, hein, ou à des étudiants. J'essaie de leur expliquer qu'en fait, aux assises, c'est également un vaste psychodrame. Hein, faut le savoir. À partir du moment où on est dans le langage, dans l'oralité, manifestement, là, les choses deviennent un peu plus compliquées. C'est-à-dire que les mots que l'on utilise, hein, vous savez, il y a une formule qui dit les mots pour le dire. Hein, MOTS, hein, mais ça devient très très vite des mots MAUX, hein, si effectivement on n'est pas vigilant, et notamment vis-à-vis des avocats. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a un peu de bouteille, c'est une espèce d'espace relativement restreint, l'espace judiciaire. C'est un microcosme, c'est-à-dire qu'on se connaît. Hein, j'ai beaucoup, moi, travaillé entre guillemets, par exemple, avec Éric Dupond-Moretti, hein, qui était un avocat tenace, hein, difficile, mais on se connaissait très bien, si vous voulez. Alors, justement, c'était un sujet sur lequel je voulais venir, mais pas au démarrage, parce que c'est plus personnel. Comment vous avez géré? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas mouru? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en vie avec des choses comme ça? Comment vous avez géré ce bazar? Parce que j'imagine que de décennie en décennie, c'est pas la même stratégie, à la fois de naïveté au démarrage, mais aussi d'expérience en avançant, et en même temps avec tous les coups que vous avez pris, psychiques, psychologiques, avec des risques physiques. Comment vous avez fait pour rester en vie? Quelles ont été vos stratégies à vous pour survivre à tout ça sans en sortir indemne, en fait? Oui, alors c'est un petit peu plus personnel, effectivement, vous avez raison de le rappeler, mais je crois que c'est dans mon premier livre, je raconte un peu mon parcours. Je ne suis pas qu'expert judiciaire. Actuellement, en tous les cas professionnellement, je ne fais plus que de l'expertise. Hein. Mais pendant 40 ans, j'ai été directeur d'établissement pour handicapés mentaux. C'est dans le deuxième livre que vous en parlez. Des autistes, des psychotiques, etc. J'ai terminé ma carrière, j'étais directeur général d'une association, des Papillons Blancs, hein, où il y avait 13 établissements et j'avais 500 personnes un petit peu en responsabilité. Ce qui m'a à la fois permis, entre guillemets, de faire un infarctus, vous voyez, s'il faut positiver les choses, parce qu'à un moment donné, c'était plus possible, quoi. Je me prenais les pieds dans le tapis, sans arrêt. Heureusement que j'avais des secrétaires qui me prenaient au vol. Mais en même temps, ça m'a permis de garder la tête sur les épaules, professionnellement, en tous les cas. C'est-à-dire que le métier de gérer du personnel, de manager du personnel, ça m'a permis aussi de remettre les choses un petit peu au bon endroit et de rester ancré dans la réalité. Hein, c'est-à-dire de ne pas complètement être dépendant de ce que j'entendais par ailleurs au niveau de mon activité d'expert.
Donc ça, c'est quand même très important. Et depuis 2016, j'ai pris ma retraite de directeur général et je ne fais plus que de l'expertise. Mais je travaille encore 30 ou 40 heures par semaine. Pour répondre à Ouais, votre c'est bien. question, c'est tout simplement parce que c'est important pour moi. Je répète souvent qu'en fait, ça m'évite de prendre des anxiolytiques. Vous voyez? Mais c'est une bonne stratégie, un certain nombre d'atypiques. Moi, j'ai 8, 9 métiers de front. Mais en fait, le fait d'avoir plusieurs, ils sont connexes, hein. Mais le fait d'avoir plusieurs métiers, ça crée aussi des ruptures parce qu'on est confronté à d'autres formes de réalité. Sinon, Oui, on peut s'effondrer. Alors en même temps, donc vous expliquez ça dans votre deuxième livre, en même temps entre vos différents métiers. Et vous étiez toujours parti sur la route et dans votre tête, vous étiez à plusieurs endroits en étant un coup DG de la boîte, à l'autre coup en expertise, de temps en exactement. temps avec la famille et les enfants qui vous reprochaient de pas être là. Tout à fait. Euh, ça, ça fait beaucoup parce qu'en plus ça va toucher la famille et je comprends bien ce que vous expliquez courageusement quand même dans le deuxième livre sur le prix à payer pour la famille. Moi j'ai eu un peu ce genre de reproches aussi. C'est que pour revenir sur le point d'avant, c'est que ça laisse pas indemne selon que la famille suit ou pas, comprend ou pas sur les non-disponibilités physiques qui sont souvent le cas. Et ça peut être quand on est engagé comme vous l'êtes ou comme moi je l'ai pu l'être, je le suis toujours d'ailleurs, ou d'autres personnes, c'est pas forcément partagé. Et ça peut être une charge en plus de part et d'autre. Par exemple, dans le second livre, je parle effectivement, je fais d'ailleurs interviewer mes enfants, mes deux aînés, cash, puisqu'en fait, je ne connaissais pas leur interview, je l'ai découvert après. Donc j'ai absolument rien changé du tout par rapport aux interviews. Heureusement d'ailleurs, ils avaient un espace de liberté totale. Ce qui est tout à fait étonnant pour répondre à votre question, monsieur, c'est que moi j'ai eu une espèce de ressenti comme ça pendant 20-25 ans, où effectivement, compte tenu de la vie, etc., j'ai eu trois compagnes et ma dernière compagne avait elle-même des enfants que j'ai plutôt élevés plutôt que les miens. Vous voyez? Bon, une caricature comme ça d'une famille recomposée relativement banale dans notre société. Tout simplement, quand j'ai lu les interviews de mes enfants, que j'ai retrouvées complètement, non seulement affectivement, je les ai jamais quittés affectivement, mais beaucoup plus physiquement, si vous voulez. Je les vois beaucoup plus. Ce que j'ai observé dans leur interview, c'est qu'il y avait de l'amour quand même. Oui, Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est essentiel, qui m'a fait tenir pour répondre à votre question. Certainement. Je crois que j'ai un fils aîné qui est très fier de ce que je fais professionnellement. Ma fille, elle est plutôt maternante en quelque sorte. Vous voyez. Voilà. la question, donc, elle parlait de ça, mais je voulais vous laisser la liberté d'y répondre ou pas, mais je vous ai trouvé particulièrement honnête et courageux. Parce que, enfin, pour moi, quand on lit, on voit bien que vous n'avez fait aucune censure, ou ils vous allument un peu, mais en même temps, ça se comprend vu de chez eux, et Ah, complètement. en même temps, ben, sur une partie, ils ont raison objectivement, et une autre partie, ils vous gardent leur amour. C'est une manière je pense, de garder ce lien, et on voit bien que toute la tendresse que vous avez pour eux, est réciproquement, à leur manière. Et ma question, elle était aussi, et vous en parlez sur certaines interviews, comment vous survivez à ces entretiens absolument destructeurs, pour ce qu'a été vos stratégies à vous qui ont fonctionné. Oui. Alors, comment je survis alors, oui, effectivement, je parle par exemple quand je vois des personnages un peu particuliers en matière criminologique, Ouais. où effectivement, bon, c'est pas facile d'entendre un petit peu des choses, des horreurs entre guillemets. Donc, j'explique qu'en fait, en général,
c'est toujours dans des endroits où j'ai déjà fait 200 ou 300 kilomètres en voiture, enfin, ce que je fais encore 30 ou 35 000 kilomètres par an, hein, facilement. Hein. Ah oui. Et j'ai une espèce de sas en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que avant de repartir, effectivement, comme j'écris dans mon deuxième livre, j'ai une playlist et j'écoute de la musique, etc. J'essaie de faire comme ça une espèce de frontière. Hein. Ou alors je vais dans un restaurant. C'est tout à fait particulier parce que en fait, j'aime bien me replonger. Là encore une fois dans le monde de la normalité, quoi, en quelque sorte. Vous voyez. Donc j'observe, j'écoute les gens. Encore et encore, mais je suis pas mandaté pour ça là, si vous voulez. C'est une espèce de liberté comme ça, où effectivement j'observe un petit peu les gens, sans porter de jugement. Je suis pas là du tout pour ça, hein, au contraire. Et d'ailleurs, je pense que, vous voyez, là vous m'interviewez, je suis dans une grande maison, j'ai 5 chambres, mais je suis tout seul. Vous voyez, c'est-à-dire que en même temps, énormément d'observation, de perception de l'autre, mais en même temps une grande solitude. Bah, je pense que c'est déjà inhérent pour un bon nombre d'atypiques, mais quand on fait un métier comme le vôtre, toute proportion gardée, comme je peux faire aussi ou d'autres, c'est-à-dire qu'il y a une solitude parce qu'il y a des choses qui sont pas partageables, il y a une solitude parce que Oui. elles sont pas compréhensibles, il y a une solitude parce qu'il y a une obligation de réserve et une obligation déontologique, et puis il y a un moment donné, il faut bien que le corps se protège. Quand vous écoutez de la musique dans la voiture, j'imagine que ça peut faire un peu comme une bulle ou une cage de Faraday Oui, qui vous protège et qui vous permet de redescendre. oui, oui, tout à fait. Je sais plus si c'est dans mon deuxième livre ou dans des interviews, je raconte que la dernière fois que j'ai vu Michel Fourniret, en 2018, il m'a touché physiquement. Ouais, dans les Il- interviews, vous en parlez. c'est ça, il m'a touché physiquement, hein, avec sa main. Hein, quand on sait l'histoire euh, criminologique de Fourniret par rapport aux étranglements de ses victimes, hein, évidemment, mais aussi, j'allais dire, par rapport à... C'était un petit bonhomme qui avait des énormes mains, hein, c'est comme ça au niveau de la morphologie, et il m'a touché l'épaule. Et ça m'a fait penser, enfin je le raconte dans les interviews, ça m'a fait penser à la main de mon père, hein, qui, quand j'étais petit, me prenait la main, me mettait sa main, sa grosse main, sur mon épaule, c'était pour me protéger. Hein. Et quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai tout de suite fait l'association entre la main de Michel Fourniret et celle de mon père. C'est quand même tout à fait particulier psychologiquement. Hein. Donc là, si vous voulez, il y a pas trop de protection. Hein. Et donc je me suis dit, mais ça va pas. Pourquoi tu penses à ça? Vous voyez? Alors le verbaliser, le communiquer, c'est aussi très important, hein, parce que ça permet aussi d'extérioriser un petit peu les choses, quoi. Je me demandais si, en fait, des gens, quand on prend les tueurs en série, il y a quelque chose d'animal et de reptilien, Oui. que les atypiques fonctionnent quand même avec quelque chose qui est organique, viscéral et animal. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complicité, quelque chose de reconnaissance, non pas sur une partie cognitive? Est-ce que quand ils vous touchent, il y a pas est-ce que c'est forcément de la manipulation ou il pourrait y avoir une forme d'affection, c'est pas le bon terme que Oui. j'utiliserais, mais de quelque chose comme ça, non pas sur la fonction que vous avez, mais sur la personne que vous êtes. Oui, tout à fait. Mais alors c'est tout à fait. J'entends bien. Et d'ailleurs, alors moi je le raconte sous forme d'anecdote évidemment, mais c'est beaucoup plus puissant que ça, hein, évidemment, évidemment. Ça me fait penser aussi au buste de Francis Holm que j'ai vu par hasard, qui était complètement rempli de cicatrices parce qu'il s'automutilait après chaque crime qu'il commettait. Vous voyez, c'est-à-dire du corps comme ça, du corps à corps, hein, dont je vous parlais euh, par rapport à mes entretiens, hein, la mise en place de mes entretiens. Euh, c'est
c'est, je pense, alors c'est pas de la fascination, c'est pas de l'empathie, c'est pas de ce qu'on appelle dans notre jargon de la. Je suis pas syntone avec ces gens-là en quelque sorte, vous voyez. Mais en même temps, j'y vais quoi, j'y vais. Et j'y vais en m'exposant et en m'exposant sans forcément beaucoup de défense. Est-ce qu'il n'y a pas une reconnaissance chez eux de ça, qui pourrait Oui. être de la naïveté ou du courage ou un certain nombre d'autres choses? Alors, Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va vibrer chez eux, oui. indépendamment des jeux de rôle dans lesquels vous êtes? Oui, tout à fait. Et alors, c'est pas du tout de la vantardise, hein, ce que je vais vous dire. Hein. C'est aussi la réalité, et je l'ai intégré progressivement. Alors, c'est tout à fait le parallèle s'arrête là, mais en tant que psy, en tant que clinicien, euh, peut-être que dans ma vie sociale, comme ça, je passe pour un ours mal léché, si vous voulez, mais professionnellement, avec les enfants, quand il s'agit de les faire parler, si vous voulez, de recueillir leurs paroles, avec moi, ça se passe très très bien. Très très bien. Vous voyez. C'est-à-dire que les accompagnants me disent, mais vous n'y arriverez pas, monsieur l'expert, elle n'a rien dit, on n'en tire rien, etc. Bon, ils reviennent 45 minutes après, voilà. Vous voyez, enfin, et donc, le parallèle, il est aussi avec, alors, c'est là où ça va s'arrêter, mais en même temps, pour moi, c'est très important. On m'a également dit ça, des professionnels, des magistrats, notamment par rapport à certains tueurs en série. Hein. Avant que je les rencontre, ils m'ont dit, vous en tirerez à rien. Et on pose souvent la question, mais comment vous faites pour aborder ce genre de personnage? Vous voyez, parce que c'est, effectivement, on a des protocoles, etc., mais ça se passe pas dans le verbal. Bien sûr. Et on peut pas tricher. Ça se passe dans l'infraverbal, qu'on contrôle pas, qu'on maîtrise pas. Mais de part et d'autre. Il y Oui. a une espèce de réciprocité. Vous voyez? Oui, oui, bien Euh, sûr. C'est à ça que je pense, si vous voulez. Parce que et ça parle aussi de la posture. oui, On avait échangé sur ce que vous aviez dit des gens qui venaient avec des PowerPoint. Il y a quelque chose où on est engagé. Et ce sont des choses qui sont fréquentes dans le monde des atypiques. C'est-à-dire qu'il y a une vibration, vous ne pouvez pas la trahir. Donc c'est à la fois une force et une vulnérabilité sans être totalement dupe de ce qui se joue. Et oui, je pense qu'en face, c'est comme un animal, comme en éthologie avec les chevaux. Et l'animal, je pense que vous venez le toucher à un moment ou à un endroit, surtout où il n'a pas l'habitude d'être touché, et qu'il pourrait y avoir une forme de respect, de reconnaissance, sans ignorer toutes les autres étages de la polychromie de ce bazar-là, ou des niveaux géologiques qui s'y trouvent. Mais je pense que c'est une dimension que tout le monde n'a pas, et celle-ci, elle ne s'apprend pas. Et en particulier, c'est une dimension que je vois fréquemment chez un certain nombre d'atypiques, parce qu'il y a une dimension d'authenticité. Et donc, vous prenez un risque. Et l'animal en face, il a l'habitude, à ses dépens, ou de ça. Donc, il sait très bien qu'il y a une partie qui manque pas chez vous. Et je pense que ça peut créer de l'adhésion au-delà de l'adhérence. oui. Alors, on pose par exemple souvent la question, euh, comment ça se passe avec un tueur en série et ça m'arrive aussi de répondre, mais vous savez, ça m'arrive aussi de plaisanter, de faire de l'humour. Vous voyez, enfin, une espèce comme ça, mise en place comme ça d'un espace avec une forme de complicité. Et, mais parce que ni l'un ni l'autre ne triche à ce moment-là. C'est ça qui doit être étonnant, voire, je pense, difficilement partageable, parce que les mots ne sont pas suffisants, entre la posture, les obligations, la déontologie, la complicité, tout en gardant la distance, tout en ayant une proximité extrême, pour avoir une distance extrême, en sachant où on est quand on est où on est, ce qui est sans doute pas toujours le cas. C'est de la haute voltige, en fait. Oui, mais bon, enfin moi, si vous voulez, je me rends pas tout à fait compte, en quelque sorte. C'est-à-dire que avec vous ou avec d'autres, j'arrive un petit peu à le verbaliser ou à l'intellectualiser.
Mais quand on est en face à face avec un tueur en série, il ne s'agit pas de ça. Hein. On y va ou on n'y va pas. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me paraît extrêmement important. À un moment donné, Michel Fourniret m'a menacé de m'étrangler. Hein. C'est manipulation totale, évidemment. On est dans le théâtralisme, hein, mais c'est pas du guignol, hein, compte tenu de son passé criminel, si vous voulez, évidemment. Il sait faire. Comment? Il sait faire. Ah, complètement. Et il a repéré tout à fait où il pouvait m'emmener, vous voyez? Et il m'a emmené là quelque part. C'est-à-dire que j'ai eu un petit moment de solitude où je me suis dit j'y vais ou j'y vais pas. Hein. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, t'es là, vas-y. Et il m'emmène, vous voyez? Qu'est-ce qui fait alors là, effectivement, c'est une intellectualisation et donc une mise à distance. Qu'est-ce qui fait que vous arbitrez à ce moment-là dans ce sens-là? Est-ce que c'est un truc cognitif ou c'est quelque chose que vous ressentez et ça sort de vous? C'est intuitif. Non, non, ça sort vraiment. Je veux dire, on ne peut pas. Ça ne se prépare pas des entretiens avec ce type de personnage. Ça se vit. Ça se vit ou ça se survit, si vous voulez. Hein. Ah oui, mais je vois très bien. Mais je rajoute ça sur notre sujet d'avant, c'est-à-dire que si on part sur un métier comme le vôtre, avec des challenges comme le vôtre, pour essayer de rester en vie, les formations, l'intellectualisation, les chiffres et les cours théoriques, ça suffit pas. Évidemment qu'il est faux. Les compétences techniques, il est faux. Mais il y a un niveau d'engagement qui va être la limite même de la nature du travail. Oui, oui. Mais actuellement, par exemple, je pourrais très bien arrêter. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout de difficultés matérielles, en quelque sorte, vous voyez. Mais je vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Ah ben, je comprends bien. Hein, et je suis très content que la Cour de cassation m'ait récemment écrit en me disant que j'étais des leurs jusqu'à 77 ans. Ah ben, c'est bien. De mémoire, donc vous êtes expert national pour la Cour de casse, Oui, et vous êtes neuf en France, c'est ça? on est 5 ou 6 à exercer, oui, en tant que psychologue. Hein. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est différent avec la Cour de cassation Qu'est-ce qui est différent, c'est-à-dire? dans votre travail? À la Cour de cassation, en fait, c'est une reconnaissance. C'est aussi un titre, hein, on est expert national, c'est-à-dire qu'en fait, en France, vous avez, je crois que c'est 35 ou 36 cours d'appel qui Oui. regroupent hein, plusieurs. Dans une région, vous avez une cour d'appel. Et donc, moi, par exemple, je suis expert à la cour d'appel de Reims depuis 1984. Hein, et donc là, on est nommé dans un premier temps hein, pour des affaires qui concernent un petit peu cette cour d'appel, si vous voulez. Après, là aussi, c'est un message peut-être pour les jeunes experts. Hein, il y a aussi, on a aussi comment dirais-je, une espèce d'image qui est véhiculée. Hein. Tiens, j'ai rencontré tel expert à tel endroit. Il faut savoir aussi que le monde de la magistrature se déplace beaucoup. Tous les 3-4 ans, il change de département. Oui. Hein. Donc, si vous voulez, de temps en temps, ils disent, tiens, ben moi, dans telle cour d'appel, il y avait tel expert qui m'intéressait bien, etc. Bon. Et puis après, au bout d'un certain temps, on a une certaine renommée, en quelque sorte, hein, vous voyez, enfin, d'image. Voilà. Et donc là, après, on a des affaires nationales, pour répondre à votre question. C'est-à-dire que Ouais. le magistrat a une liste d'experts nationaux. Et là, par exemple, on m'a récemment, là, j'ai eu 2-3 affaires. J'en ai une sur Bordeaux. Hein, mais là, c'est en tant qu'expert national, effectivement. Alors, ce sont des affaires un petit peu compliquées qui vont être relativement médiatisées. Voilà. Je voulais revenir sur la partie comment on survit. Donc vous parlez de la musique, des repas, et je pense que ça doit créer une forme d'hypnose pour apaiser le cerveau quand vous mangez et que vous entendez des discussions normales avec des gens normaux qui racontent des blagues normales. Ça doit faire redescendre l'énergie. Vous parlez aussi dans certaines interviews, mais c'est aussi une partie de votre formation, c'est que vous allez lire des bouquins de philosophie
pour vous nettoyer? Oui, je relis des bouquins de philosophie et notamment des philosophes anciens, si vous voulez. Les philosophes du 20e ou 21e ne m'intéressent pas. Enfin, dans ces lectures, ce qui m'intéresse, ça me permet de me ressourcer par rapport à mes études initiales, si vous voulez. Et vous allez Mais discuter avec qui? comment? Avec qui vous allez discuter dans les philosophes anciens? Je comprends pas votre question. Qui vous allez relire? Ah bah, je relis toute la littérature philosophique que j'ai appris en première année, deuxième année à la fac. Hein. Euh, les stoïciens, Homère, etc. Un petit peu parce que je m'intéresse aussi beaucoup à l'image et à la séduction. Donc Kierkegaard. Ah Vous voyez, oui. des philosophes. Oui, 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 mais il avait une pensée. Ça me rapproche un petit peu aussi de mes travaux cliniques, si vous voulez. Hein. Et en même temps, je le dis aussi dans certaines interviews, c'est-à-dire que, vous savez, et Dieu sait qu'actuellement le monde va mal, en quelque sorte, hein, et c'est toujours intéressant d'écouter des philosophes sur les plateaux. Parce Oui. qu'en fait, ils mettent un peu de distance ou de hauteur par rapport à ce qui est du domaine de l'émotionnel. Et moi, ça me protège quand même beaucoup. Pour répondre à Je votre comprends. question sur la survie, quoi, en quelque sorte. Bah, ça crée une forme de mise à distance et d'autosupervision de soi pour pas partir, j'imagine, dans tous les sens, parce que ça doit embarquer tout ça. J'ai essayé Euh, un petit peu, j'ai essayé un petit peu effectivement également de me protéger en lisant des polars. Mais en fait, je me rends compte que ben, ça me plaît pas. Tout simplement parce que quelque part, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, moi je suis dans la réalité, je suis pas dans la fiction. Hein. Donc j'aurais d'ailleurs du mal à, à imaginer. Je suis tellement dans la réalité. je comprends. Et vous avez une réalité qui dépasse souvent la fiction. Oui, oui, oui. J'ai eu la chance l'année dernière d'être sélectionné. Mon deuxième livre a été sélectionné euh, au Festival international du livre à Lyon, qui est un très gros festival. Hein. Donc il y avait 5 livres dans un domaine particulier qui était le roman Le polar et la justice. Hein. Et en fait, voilà, je suis pas arrivé premier, ça a un petit peu mis un coup à mon ego, mais je suis arrivé deuxième quand même. Vous voyez. Mais en même temps, ça m'a permis de discuter surtout pendant 3 jours avec des auteurs internationaux de polar. Vous voyez. Et c'était aussi pour moi très très intéressant, quoi, parce que je les sentais. En fait, alors, ils ont une plume, ils ont une façon d'écrire quand même très très particulière. Euh, alors, ce sont des gens qui sont publiés dans le monde entier, hein, d'après ce que j'ai compris. Et puis, de toute façon, vu la queue des gens qui attendaient pour les dédicaces, c'est une évidence totale. Euh, mais en fait, je me suis très vite rendu compte qu'ils étaient un petit peu à court d'idées. C'est pas facile. Et donc, effectivement, de rencontrer quelqu'un qui est dans la réalité, vous voyez, Oui, c'était quand même passionnant, quoi. Hein. vous pouvez les nourrir. Oui, tout à fait. Et je me souviens qu'on était, l'organisation nous avait logés dans le même hôtel. Hein. On dormait pas avant 3 heures du matin, quoi. Hein. Ah, ça devait être Il y avait, super sympa. il y a un partage, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai une autre question. Alors, dans 15 jours, je vais enregistrer avec une amie qui est archi surdiplômée, qui est médecin, avec 2 doctorats, un de sciences et un de médecine. Elle a fait un de médecine interne, ça va être l'objet de l'entretien, sur maladies auto-immunes et neurodiversité, c'est-à-dire qu'on va générer des problèmes médicaux inflammatoires qu'ont pas forcément les personnes neurotypiques. Ça va être le sujet de notre échange parce qu'elle m'a envoyé son mémoire. Et puis beaucoup Oui. de gens sont intéressés par ce sujet-là. Hum. Donc vous parlez de vos problèmes de santé, mais est-ce que vous avez vu des choses spécifiques d'état inflammatoire? Vous avez parlé de l'AVC en général.
on peut surchauffer la tête, les neurotransmetteurs, créer des états cardiaques, voire la thyroïde qui peut être touchée ou des choses comme ça. Oui. Alors, moi, je suis aussi un espèce de paradoxe dans la mesure où j'ai 71 ans et j'allais dire, mon médecin me dit que je suis en pleine forme. Vous voyez? Bah, En même temps, j'ai fait un infarctus quand même, c'est très très sérieux. Hein. Alors, j'ai une propension à la somatisation. Notamment, je vais vous faire une confidence. Je sais que ce ne sera pas répété. non, pas du tout. Non, mais c'est de l'humour. Hein. Là, je vous ai dit que j'avais déposé au procès de Monique Olivier. Hein, j'ai plus de 38 ans de carrière. J'ai de l'expérience. En même temps, il y a du stress, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Compte tenu aussi, on sent les choses. Vous savez, quand on rentre dans une salle de cour d'assises, on sent les choses. Et là, je sentais que c'était vraiment très, très intense, très chaud. Hein. En plus, il y avait des problèmes avec des confrères de calcul de quotient intellectuel. Enfin bon, les choses étaient un petit peu compliquées. Mais en même temps, je suis resté plus de 3 heures à la barre. Hein. 3 heures à la barre. C'est énorme. Oui, intellectuellement, mais pour répondre à votre question, physiquement, hein, quand je suis ressorti, j'avais un mollet endolori, je boitais, hein, et je boite encore. C'est-à-dire que j'ai eu une espèce de contraction, enfin, voire plus musculaire. Hein. C'est pour répondre à votre question, c'est-à-dire que là, on maîtrise rien du tout. Ça s'est mis à cet endroit-là. Je suppose que ça se met aussi à d'autres endroits, hein, évidemment. Ouais. Donc après, effectivement, j'ai intérêt comme ça un petit peu à assouplir les choses, si je puis dire. Donc c'est aussi un travail physique qu'il ne faut oui. pas ignorer. Il y a une charge non. psychique et physique qu'il ne faut pas ignorer. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Et durant vos 38 ans d'expertise, est-ce que vous avez vu des impacts physiques? Alors vous expliquez comment vous arrivez à résoudre, parce que c'est à la fois partageable pour d'autres personnes et en même temps ça peut être très très personnel. Mais comment ça peut vous toucher physiquement, tout ça? Alors ça peut vous toucher comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on peut être embarqué, et j'imagine que vous l'êtes quand vous avez ce genre d'intervention, déconnecté du corps, et puis quand vous réatterrissez, c'est là, à ce moment-là, que le corps parle. Ça lâche, tout à fait. Ce sont plus les digues psychiques, là. Hein. C'est effectivement tout ce qui est du domaine de la somatisation. Oui, alors tout ça, ça fait partie, en quelque sorte, du métier. Bah, hein, donc c'est comment? Faut pas l'oublier, c'est super important. Non, ça fait partie du métier, mais en même temps, et alors, moi j'ai un autre souci avec ça, c'est-à-dire que moi des personnes entre 65 et 75 ans, pour moi, sont des personnes âgées, vous voyez, mais je me considère pas à l'intérieur du tout. Moi non plus. J'ai une espèce d'hyperactivité, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que manifestement, je me donne pas d'âge, quoi, en quelque sorte. Et d'ailleurs, mon physique me permet, jusqu'à maintenant, je touche du bois, hein, mais me permet de pas avoir de problème sérieux, quoi. Hein. Alors, j'explique ça dans mes conférences sur les atypiques, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dysynchronie. Jean-Charles Terrassier avait parlé de dysynchronie pour les enfants. Moi, je parle de dysynchronie pour les adultes. C'est-à-dire que les atypiques peuvent être vieux et être en relation avec des tranches d'âge supérieures et vieillir jeune. C'est-à-dire que c'est comme si la partie intérieure s'exonérait de l'âge. Le corps, il avance, qu'on lui a rien demandé avec sa chronobiologie. La partie émotionnelle va se tempérer, se maturer, et la partie plutôt cognitive ou biologique est hors d'âge, en fait. L'âge n'a pas prise tant qu'il n'y a pas des pathologies qui arrivent. Et ça, c'est absolument fréquent pour tous les atypiques. Des dysynchronies énormes
entre l'âge qu'on a à l'intérieur, l'âge qu'on a à l'extérieur. Et il y a vraiment une dissonance. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes atypiques sont avec des personnes plus vieilles et des personnes plus âgées atypiques sont avec des personnes plus jeunes, qui correspondent à l'âge intérieur. Ah ben moi c'est tout à fait ça, hein. C'est-à-dire que j'avais là une dernière compagne qui avait 28 ans de moins que moi, enfin pratiquement 30 ans, quoi. Je peux pas envisager une relation en dehors, enfin, avec une personne de mon âge, ça me paraît compliqué. Moi non plus. Mais je comprends, mais si vous voulez, c'est normal dans notre monde. C'est absolument normal parce que ça correspond à une espèce d'écologie intérieure. C'est pas. J'entends bien. J'entends bien. Donc vous êtes normal en fait, c'est bien. Oui, bah écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour cette interview, de me dire ça, c'est sympathique. Ah mais moi, vous m'avez touché la première fois que je vous ai vu. Alors, vous avez eu une apparence, je sais plus comment vous avez dit tout à l'heure, qui pourrait faire peur. Et en fait, moi, j'ai vu toute votre affectivité, votre tendresse. Vous êtes plein d'humour. Et en fait, je pense que c'est à l'intérieur. Alors, il faut capter l'intérieur et qu'il peut y avoir, ouais, il y a des formes de dissonance, mais vous êtes plein de sensibilité et de nuances magnifiques. Et je pense qu'il a fallu gérer toutes vos parties ou vos composantes. Alors j'ai une dernière question, encore un peu plus intime, et vous avez la liberté d'y répondre ou pas, mais vous en parlez un peu dans votre deuxième livre. C'est les liens entre votre histoire d'enfance, où vous expliquez que à l'époque vous alliez voir ce qui se passait chez les autres, et là on vous paye pour le faire. Les liens que vous faites, votre trajectoire d'enfant et votre trajectoire d'adulte après, comment vous rapatriez ça à aujourd'hui? Pour moi, c'est un, comment dirais-je, c'est un puits sans fond, c'est-à-dire que je vais toujours voir ailleurs, hein, en quelque sorte, ce qui se passe. C'est pesant au quotidien. Je préférerais effectivement observer ce qui se passe dans mon fonctionnement relationnel personnel, mais c'est pas facile. En même temps, ça me renvoie complètement à mon ressenti ou à mes conditions d'enfance, hein, dont je parlais. Est-ce que vous avez en partie, en tout cas de manière satisfaisante, résolu les problématiques de l'enfant ou pas? Oui. Alors ce que vous m'avez dit sur ma sensibilité, etc. On me le dit très souvent. On me le dit très souvent. En même temps, on me dit aussi que dans l'approche comme ça, tout à l'heure je vous disais que j'étais un ours mal léché, hein, dans l'approche, je peux faire peur. Oui. Et c'est quelque chose aussi dont je souffre, ça. Vous voyez. Alors, moi, je rationalise ça en disant je suis timide. Vous voyez, enfin, je veux dire, mais c'est de la rationalisation. Hein. C'est-à-dire que je sens chez l'autre, comme ça, une espèce de mise à distance protectrice immédiatement. En même temps, je sens un intérêt, hein, parce que on a aussi une image publique, on a aussi des fans. Vous savez, il y a des gens qui m'envoient des mails, qui m'envoient des correspondances, voilà, qui essaient de me contacter par des moyens différents les uns des autres. Alors, en même temps, c'est flatteur quelque part, hein, et en même temps, ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai peur d'être déçu, en fait, parce que je vous suis pas complètement. Déçu de quoi ou déçu par qui? À cause de quoi? Ah, déçu par moi-même, hein, c'est-à-dire pas par l'autre, hein, par l'investissement que je vais pouvoir mettre. Ah oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est relativement banal, si vous voulez, mais aimer, c'est aussi faire en sorte que l'autre soit bien. Encore faut-il se connaître soi-même. Alors c'est banal, hein, évidemment, hein, mais moi je le vois souvent dans ma pratique expertale. Pour aimer normalement, encore faut-il avoir été aimé normalement.
Ce qui n'a pas été le cas, si j'ai bien compris. Ce qui est pas forcément ce qui n'a pas été forcément mon ressenti dans mon enfance, alors que je suis absolument persuadé que j'ai eu des parents aimants. Mais ça, c'est autre chose, hein. Oui, mais on peut se le traîner effectivement entre ce qui s'est passé objectivement et comment l'enfant perçoit son environnement à un moment donné. Bien sûr, bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter sur tout ça, où on va commencer à atterrir de notre entretien? Non, non, enfin moi je pense que c'est comme ça, enfin rien me vient. J'ai trouvé ça extrêmement, comment dirais-je, authentique. Authentique, oui. Merci, j'espère bien. Entre animaux sauvages. Parce que Euh, c'est pas souvent le cas, hein, quand tu es interviewé par les médias, quoi, hein, évidemment. c'est ce que j'ai vu dans les interviews que j'ai observées. Je voulais surtout pas refaire ça, puis en tout cas, j'aime pas. Puis j'y Mm. étais aussi exposé. Et c'est pour ça que je suis venu aussi à vous. Alors c'est quelqu'un qui m'avait donné votre nom, mais j'ai Oui, senti toutes ces dimensions indépendamment de votre image. Et j'ai l'habitude de travailler avec des gens atypiques. Enfin, j'en ai des milliers, hein, mais et ça, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous dites, il y a comment vous le dites, comment vous êtes investi, et tous les jeux que vous appelez des paradoxes en fait. C'est toute la polychromie de la douleur de tout ça qui est pas toujours explicable, en tout cas qui sera pas entendu de la manière dont on voudrait le transmettre. Ça aussi, ça crée de l'isolement et de la solitude. Donc, si ça vous va, ben, on va arrêter l'entretien là. oui, Je donne les dernières informations. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je suis ravi de l'entretien et c'est vraiment à la hauteur de ce que j'espérais faire avec vous. Alors, comme d'habitude, j'essaie de travailler le sujet, mais de toute façon, j'étais assez confiant de la manière dont l'aventure allait se passer. Vous êtes très très authentique, donc j'avais souci aussi de parler de vous, mais que à la fin, parce que c'est toujours des sujets sensibles et j'avais surtout pas envie de vous exposer. C'est un sujet extrêmement délicat parce qu'on voit bien tout ce que vous ramenez, des nuances, de ce que ça requiert, de compétences professionnelles, de posture, d'expertise, de mise en danger professionnelle et personnelle, parce que ça expose sur les deux tableaux, donc on n'y va pas par hasard, et que de toute façon, à l'arrivée, ça laisse pas indemne. Donc c'est plus un jeu de déséquilibre qu'un jeu d'équilibre, je pense, tout ça, et que vous avez une longue expérience pour partager ces sujets-là. Les prochaines interviews, donc ça va être le médecin dont je parlais sur maladie oui. auto-immune et neurodiversité. On va avoir une autre interview qu'on va enregistrer ce mois-ci avec Gaëtan, justement sur un polar un peu atypique, d'une atypique pour lequel c'est son premier livre, qui est allé à la découverte de sa maman, qui était aussi une atypique, qui a découvert que, en gros, c'était Matahari, Ouais. qui avait dirigé un tripot, qui avait été en tôle, et un certain nombre de choses, et elle fait ça, c'est passionnant, c'est haletant. Et on va enregistrer ce mois-ci. Ça va mettre un peu de tempérance, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite musique, mais avec des témoignages de gens qui sont denses, intenses, sur des histoires de gens atypiques et étranges. Ça, c'est pour les prochains. Puis il y en a plusieurs qui m'ont donné leur accord pour 2024, mais j'en parlerai un peu plus tard. Donc pour les personnes qui nous suivent, si toute cette série d'émissions vous intéresse, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez informé. Si vous avez appris des choses et que ça vous aide dans votre vie, vous pouvez faire aussi des dons pour la contribution de ce travail. Et puis, prenez bien soin de vous. Faites gaffe aux enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont en danger. Et on en a échangé avec Jean-Luc, mais ils sont en danger partout. Faites gaffe au harcèlement, protégez les enfants, il faut protéger, pour moi, les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'on a un job pour nous et on a un job pour moi, pour les autres. Et
et ce qu'on leur laisse, parce que c'est pas gagné en tout cas. Donc je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Merci Jean-Luc pour ce temps qu'on a passé. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Mais merci à vous d'avoir suivi encore cette série d'entretiens. Vous êtes de plus en plus nombreux, fidèles, vous faites des retours magnifiques. Donc c'est à vous que je m'adresse. J'espère que vous comprenez que cette chaîne ne se limite pas à des témoignages. Je peux pas faire ça. Il y a une vraie contribution, il y a un vrai projet pédagogique derrière pour aider tous ceux qui en ont besoin avec des témoins avertis. Merci beaucoup et à bientôt.